Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine? Bonjour à tous, bonjour Marine. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode qui va parler des danses, mais on va développer un petit peu tout ça. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Et puis, tu vas déjà, sans aucun doute, par ta présentation, nous introduire un petit peu le sujet de la semaine. Bonjour Charlène, alors je m'appelle Marine Ledoré, je suis la fondatrice et je dirige Épaule-moi, faciliter le quotidien des personnes endeuillées depuis 2022. Hmm. J'aime bien rien que le nom. Déjà, le côté épaule-moi, et on aura l'occasion d'y revenir. Je suis très symbolique. On en a déjà un petit peu échangé ensemble. Et justement, on va venir un petit peu sur qu'est-ce que c'est épaule-moi. Il y a cette notion de parcours, mais quitte à être un petit peu dans les mots, peut-être est-ce que tu peux nous dire pourquoi épaule-moi? Parce que ça va déjà nous dire un petit peu pourquoi. Cette notion d'épaule, pour moi, c'est quelqu'un sur qui on vient se poser. Il y a cette notion de soutien aussi. Est-ce que c'était la symbolique et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de rajouter et de développer? Eh bien tout à fait Charlène, tu as tout à fait compris le message dans lequel j'ai choisi Épaule-moi. C'était hyper important, d'autant plus quand on est en situation de deuil, on a besoin d'avoir quelqu'un tout simplement près de soi, assez bien, comment dire, physiologiquement que moralement en fait. Exactement. Et du coup, peut-être que tu peux nous dire, j'ai déjà cité la notion de parcours, les gens ils vont se dire qu'est-ce qu'on fait? On fait un parcours du combattant, un parcours sportif. Pas du tout, mais tu vas nous l'expliquer bien mieux que ce que moi je connais de ton entreprise. Oui, alors du coup, nous, on met en œuvre des parcours d'accompagnement global. Donc, en fait, l'idée, c'est de répondre à un ensemble de besoins très diversifiés, avec à la fois des ateliers et aussi une séance individuelle, que ce soit le plus complet possible, avec différents intervenants qui vont apporter, on va dire, leur expertise, mais avant tout, c'est la force du collectif qui va apporter le contenu avant tout. Hmm. J'aime beaucoup cette notion du collectif, elle est hyper importante aussi dans le fait de s'épauler. S'il y a quelqu'un qui m'épaule, ça veut dire qu'on est au moins deux. Et un collectif, pour moi, ça commence à partir de deux personnes. C'est un petit collectif, on peut avoir des très gros collectifs aussi. Et je rebondis sur cette notion de symbolique que j'abordais juste avant parce que ton parcours, c'est pas aidant en deuil. Le D est barré et il y a un M pour faire aimant en deuil. Pareil, c'est symbolique, mais je trouve que ça donne clairement en fait la dynamique des accompagnements de ton entreprise et du service en fait que tu mets à disposition. Est-ce que tu veux peut-être nous en dire un petit mot? Pourquoi ce choix? Oui, alors parce que alors j'ai quand même mis aidant parce que en fait on représente la société représente voilà aidant voilà, mais je trouve que aimant ça montre plutôt le lien d'affect avec la personne qu'ils ont aidée des mois, des années, et je trouve que c'est vraiment ça qu'il faut quand même faire focus, et en plus ils aiment ça plutôt que de se considérer comme aidant parce que c'est naturel, ils le font voilà de manière on va dire naturelle, et du coup c'est plutôt l'amour qui va au-dessus que l'aspect aidant que donne le statut social que donne la société sur ce rôle. C'est ça, aimant, on est vraiment plutôt sur la relation, sur l'amour naturel, amour avec un grand A, hein, qu'il peut y avoir entre deux personnes. Et aidant, on va plus être sur un rôle, un statut, une part de la relation, mais pas la relation dans son intégralité. Et donc, du coup, sur cette notion d'aidant, on en parlait ensemble, il y a un peu un aspect double deuil. Et on parle parfois d'un double deuil pour les personnes qui sont aidantes. C'est quoi cette notion de double deuil? Alors, donc il y a déjà le deuil au moment où la personne aidée elle est vivante, hein, parce qu'on voit que déjà l'état de santé se détériore, donc c'est plus la même personne finalement qui qu'elle accompagne, donc elle doit vivre aussi avec ça, et puis elle-même vit un deuil aussi parce que elle est tellement prise par la personne à accompagner que bah, du coup elle peut plus voir autant ses amis, faire des loisirs qu'elle faisait avant,
Donc tout est tourné autour de la vie de la personne qu'elle aide. Donc là, du vivant, on va dire, de la personne aidée, il y a ce double deuil. Et puis ben, après le décès de la personne aidée, ben, elle vit aussi un double deuil, le deuil de la personne qu'elle a aidée et puis le deuil de son statut, comme on a évoqué, le statut d'aidant. Toute sa vie était tournée, il faut reconstruire sa vie. Et ça, souvent, c'est un énorme vide et ils sont souvent en face d'un mur. Vraiment très, très important. Ouais, du coup, il y a un double deuil, autant avant, donc justement avant le décès de la personne. Donc en fait, on pourrait dire qu'il y a un double deuil déjà dans le temps. Il y a un deuil avant et un deuil après, cette notion de double deuil. Et dans le deuil d'avant, il y a un double deuil, une double notion, comme tu le disais, par rapport à soi. Donc si moi je suis la personne aidante, eh bien certes, je vais avoir le deuil de la personne que j'aide où la relation va changer et évoluer. Il n'y a pas de dire qu'elle évolue en mieux ou en moins bien, mais elle va évoluer. Il y a un changement. Et il y a aussi, par rapport à moi, mon identité, mon rôle social, mon quotidien, peut-être une évolution professionnelle aussi qui va changer. Et donc ensuite sur l'après, de la même manière là pour le coup, le décès du proche, synonyme de deuil forcément, là pour le coup on le comprend assez facilement. Mais pareil, mon identité va rechanger. C'est pour le coup, je ne vais plus être que aidante. Enfin, le que est pas justifié, mais je ne vais plus être aidante. Je vais redevenir justement une personne sans ce statut de proche aidant, et ça va réinfluencer et mon identité et mon rôle social et mon quotidien aussi. Et comment pour toi on peut justement accompagner ce double deuil, je devrais dire même ce quadruple deuil, ces deuils au pluriel, on va le dire plutôt comme ça, parce que rien que moi, quand je dis que je vois le deuil au sens large du changement, que la proche-aidance est pour moi un deuil, parfois on me regarde un peu avec des gros yeux en me disant c'est pas très clair ton histoire. Mais justement, cette notion d'adaptation à la perte de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'une part de soi, une perte qui peut être aussi symbolique. Est-ce que toi, peut-être justement avec Épaule-moi, il y a peut-être ces notions de sensibilisation, d'en parler. Comment on peut justement accompagner ça selon toi? Ou comment toi tu Alors, l'accompagnes, hein? oui. Alors déjà, en fait, le fait parfois qu'ils se sont pas reconnus avoir été aidants, le fait finalement d'accueillir, d'accepter d'avoir été aidants, d'accepter finalement toutes les émotions qu'ils ont eues pendant leur rôle d'aidant et après, le fait de faire une sorte de relecture, prend un temps en fait finalement pour vraiment accueillir, accepter, déculpabiliser aussi toutes les émotions contradictoires qu'ils ont vécues, parce que j'imagine, voilà, avec la surcharge mentale, etc. Sûrement qu'il y a eu les émotions hyper contradictoires et même des émotions aussi contradictoires à leur décès. Il peut y avoir à la fois de la grande tristesse et en même temps du soulagement. Donc le fait de prendre connaissance déjà aussi du deuil, de comprendre ce que c'est et de toutes les émotions, du bouleversement, déjà ils déculpabilisent et ils prennent le temps en fait voilà de voir en fait oui, j'ai été aidant et je me rendais pas compte que j'ai été aidant quoi. Et là déjà l'acceptation de sa réalité, de cette réalité, déjà c'est le début du processus de deuil. Donc en fait, la reconnaissance de fait de poser le mot et de dire j'ai été aidant, donc de reconnaître cette part de soi, ce statut, ce rôle, cette identité, ce qui est pas toujours fait parce que tu le disais tout à l'heure en disant pour eux pour ces personnes-là c'est normal, on aime. Je reviens sur cette notion d'aimant aidant. On aime, alors on va aider, on aime, alors on va être présent, mais on ne conscientise pas forcément les différents impacts et changements que ça peut avoir dans notre vie et qui sont souvent de l'ordre de l'impalpable, hein, ils sont plutôt symboliques. La société ne le conscientise pas non plus, donc elle ne nous aide pas non plus à le conscientiser. Donc ça, ce serait plus sur l'après, justement sur le deuil qui vient après au moment du décès. Et est-ce que peut-être là, toi et moi, bon, moi, je le suis un petit peu avec mon grand-père, peut-être que tu l'es aussi à titre personnel, mais supposons qu'une personne n'a pas de rôle d'aidant ou d'aidante avec un proche, un ami, parce que d'ailleurs, c'est pas que dans la famille, hein, l'aidance, c'est du moment où on aide quelqu'un. Comment on peut, avant, se préparer avec des guillemets, parce que se préparer ne veut pas dire qu'on va être prêt, mais avoir à l'idée peut-être une réflexion, hem, d'anticiper finalement, d'y réfléchir, d'y penser. Est-ce que toi, tu as des outils, des pratiques? Est-ce que c'est des choses que tu abordes aussi avec Épaule-moi ou pas du tout? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, j'anime des actions de sensibilisation. Donc, c'est tout à fait ça pour se préparer, comprendre, accompagner. En fait, tous les sujets qui sont tabous, comme tu peux le savoir, en fait, plus on en parle, mieux on est à l'aise et on est du coup davantage empathique. On est empathique envers soi-même aussi
voilà, comme je disais, on déculpabilise de ce que l'on traverse et en même temps, ça permet de mieux comprendre l'autre qui traverse aussi cette épreuve. C'est hyper important de se rendre compte. Donc là, on est plutôt dans toute la partie plutôt émotionnelle, physique, mais aussi, j'aborde aussi les domaines de la vie quotidienne qui sont chamboulés. Souvent, c'est souvent le dessus de l'iceberg et en fait, il y a plein de choses qui est un cercle vicieux puisque tous les domaines de la vie quotidienne sont perturbés, quoi, tu vois. Donc, du coup, quand tu te prépares, bah, tu as des choses que tu peux mettre en place finalement en amont. Et du coup, quand ça arrive, je dis pas que ça va disparaître, mais ça va limiter les effets, tu vois, que ça apporte, que ce soit par exemple au niveau du budget, du logement, de tout, la parentalité qui est bouleversée. En fait, il y a plein de choses qui sont bouleversées, qu'on peut préparer en amont. Et justement, bah, quand tu parles de cette sensibilisation, est-ce que peut-être là, il y a peut-être un message que tu as déjà envie de déposer en disant, ben, OK, si peut-être les gens, bon, on est en début d'épisode, mais si peut-être les gens repartent avec une chose, un point de sensibilisation sur cet épisode, ce serait quoi le message fort ou un des messages ou un des points sur lesquels tu auras envie d'insister et de passer? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de solution magique. Il faut entendre son cœur, suivre son intuition et que parfois une présence vaut mieux que tous les mots qu'on peut avoir parce qu'on sait pas si le mot qu'on va choisir sera délicat, mais la présence et le temps qu'on consacre à la personne vont être essentiels. Ne pas hésiter à finalement à solliciter finalement, je serai toujours là, je suis toujours là, qu'est-ce que tu as besoin et en quoi je peux t'aider et d'être finalement un peu le guide. Et je dis toujours aux personnes engagées, et soyez le guide aussi de l'autre, aussi, pour qu'il sache vous Mmh. aider. Voilà. Ce qui est pas facile, ce qui est vraiment pas facile. Souvent, on pose la question justement à la personne endeuillée, ben, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Qu'est-ce qui pourrait te soutenir? Et alors ça dépend des personnalités, ça dépend du rythme de chacun, ça dépend de l'état d'esprit, enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la personne est parfois dans un état de désarroi que tout est tellement chamboulé et elle se trouve tellement au sein d'un tourbillon émotionnel qu'en fait, elle a pas la capacité de réussir à réfléchir. D'où le fait Tout d'y à fait. penser en amont de quelles sont nos ressources et de quoi on pourrait avoir besoin, qu'est-ce qui pourrait nous aider à ce moment-là et de les avoir un petit peu dans notre sac à dos et de pouvoir les dégainer justement quand on fait face à un deuil. Mais comme c'est tabou et qu'on veut pas y réfléchir, ben souvent on se retrouve face à notre deuil sans rien dans notre sac à dos. Et justement, je voulais rebondir sur ce point parce que ça va nous amener à un point suivant, c'est que le projet Épaule-moi, il s'inscrit aussi dans une notion du bien vieillir. Et le bien vieillir, ben, bien, dit ce qu'il veut dire, hein, c'est-à-dire que la personne est encore là, bah, que quand on vieillit, on le sait tous, hein, chaque jour, on se rapproche tous du même but, on va tous dans la même direction. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas à quelle heure, mais on sait qu'on va tous dans la même direction. Et tu parlais de cette notion de présence, de simplement aussi être là, mais peut-être c'est important de définir aussi c'est quoi pour toi enfin pour toi ou voilà qu'importe, hein, j'ai pas besoin de la définition du petit Larousse comme je dis souvent dans ces épisodes, mais c'est quoi un petit peu le bien vieillir et en quoi le projet Épaule-moi s'inscrit dans cette notion du bien vieillir? Alors, le bien vieillir, c'est faire en sorte de finalement de déjà maintenir l'autonomie un maximum, pouvoir avoir une santé qui nous permet de vivre en autonomie, de pouvoir avoir du lien, vraiment se sentir bien dans sa vieillesse en fait. Et du coup, parce que on sait très bien que le lien aussi est une grande prévention hein, de la perte d'autonomie. Les êtres humains sans les autres, c'est voilà, c'est ce qui nous fait la différence hein, avec d'autres êtres vivants. C'est pour ça qu'en fait, il est vraiment important de se soucier bien sûr de sa santé. On parle souvent de la nutrition, mais créer, c'est pour ça d'où l'importance de créer des ateliers du collectif pour pouvoir rencontrer des gens, partager, de pas se sentir seul chez soi. D'autant C'est plus que ça. la cellule familiale est de plus en plus éclatée. On a de moins en moins nos proches à côté de soi qu'il y a certains temps. Donc du coup, c'est très important qu'il y ait des propositions pour pouvoir rencontrer des gens et ne pas se sentir seul, quoi.
D'où la notion d'épaule-moi, d'où la notion de soutien, d'être ensemble, de présence aussi. Et justement, donc tu disais la notion d'autonomie. Donc là, on est plus dans ce rôle aussi d'aidant. Et c'est souvent assez compliqué parce que, encore une fois, c'est des sujets qu'on n'aborde pas, que les gens ont peur d'aborder, et on ne sait pas comment faire parce que peut-être moi, les besoins dont j'aurai sur ma période de bien vieillir ne sera pas les mêmes que les tiens et ne sera pas les mêmes peut-être que différents auditeurs ou auditrices qui nous écoutent. Est-ce que pareil je parlais de la notion de sensibilisation, juste avant, est-ce que c'est des choses que tu abordes? Est-ce que c'est des clés que tu donnes? Parce que moi, j'ai toujours, je trouve, cette difficulté qu'en même temps je trouve hyper belle. C'est la difficulté dans la pratique. Dans la théorie, entre guillemets, ça va, c'est dans la pratique. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, il y a pas de mode d'emploi. Il peut y avoir des points de repère, mais il y a pas de mode d'emploi. Et j'en parle dans une conférence que j'ai fait qui s'appelle «Des clés pour soutenir et consoler» et qui permet de dire finalement, en fait, j'ai ma carte du monde du deuil, de l'aidance, ma carte du monde tout court d'ailleurs. Tu as la tienne, mais si je plaque ma carte du monde sur la tienne, alors peut-être avec un peu de chance, on a la même et ça fonctionne, mais si on n'a pas la même, eh ben, il va y avoir un décalage. Et ce qui fait que tu pourrais te sentir incomprise, pas soutenue, alors que de base, je suis pleine de bienveillance et pleine d'amour, pleine d'aidance pour justement venir te soutenir et t'aider sur un point. Moi, je parle souvent de cette métaphore en disant, en fait, c'est d'apprendre à connaître la carte du monde de l'autre. Donc là, en tant qu'aimant, en tant qu'aidant, en tant que proche, et j'ai envie de dire même dans la vie de tous les jours, hein, il n'y a pas besoin d'y avoir un rôle d'aidant. Ça, pour moi, c'est valable, qu'importe l'âge qu'on a, mais de finalement revenir au niveau de la personne. Quand je parle de niveau, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, mais de se mettre à son niveau et de comprendre quelle est sa carte du monde, de comprendre quel est son langage. Est-ce que toi, c'est une métaphore qui te parle? Est-ce que peut-être t'en as une autre qui pourrait éclairer aussi nos auditeurs et auditrices? Non, je la connaissais pas celle-là, mais elle est très belle. Moi, je suis vraiment pour la personnalisation. Chaque être humain est différent, le deuil est singulier. Donc, en fait, on n'a pas la même réalité, on n'a pas la même histoire de vie, on n'a pas la même personnalité. Mais alors, il y a des choses qui se regroupent dans les domaines de la vie quotidienne. Notamment, on parlait de la prévention, mais aussi au niveau de la dépendance. Comme on c'est vrai qu'on n'aime pas parler de la finitude, mais c'est un fait. En fait, un logement qui est pas adapté, ça peut devenir très problématique. On fait des chutes et on sait très bien que les chutes, voilà, ça peut dégrader la santé de la personne. Donc en fait, l'idée, moi j'aborde vraiment les différents domaines de la vie quotidienne et les points de vigilance. Et chacun a ses points de vigilance. Là, tu peux évoquer les points de vigilance, c'est chacun. Et faire un état des lieux, en fait, de sa situation, à où j'en suis. Bah, peut-être que mon logement, il est plus du tout adapté. Il y a plus les enfants, il y a des escaliers partout. Donc voilà, c'est finalement aussi identifier les ressources qui vont les aider. En fait, c'est les notaires, ils ont un rôle aussi de conseil. Ils n'ont pas que le rôle de faire le testament, tu vois, pour l'achat. Ils ont un rôle de conseil et qu'on peut les solliciter aussi fortement. D'où l'importance de vraiment d'être en partenariat aussi avec les différents acteurs qui vont aider. C'est pas que l'assurance, il y a plein de choses à traiter hein, dans la prévention et l'anticipation. Ouais, tout à fait. Et je rebondis sur un mot que tu as dit et qui, moi, est un mot qui m'est cher. Tu as parlé de la finitude, justement. Et est-ce que pour toi, il y a un lien ou il y a des liens entre la notion du bien vieillir, de l'aidance, je peux le mettre aussi, et la manière dont on appréhende la mort et les deuils? Est-ce que finalement, parler de l'aidance comme on le fait aujourd'hui, à ton sens, peut nous aider à apprivoiser, ça ne veut pas dire qu'on l'apprivoise en finalité, mais à apprivoiser, à anticiper, à réfléchir sur notre finitude et du coup, aussi sur notre mort. Tu parlais de ressources, à développer aussi peut-être certaines ressources. Alors, est-ce que toi, peut-être ton point de vue personnel ou professionnel, parfois les deux se mêlant un petit peu l'un à l'autre, ou peut-être même des retours que tu as pu avoir de personnes qui ont assisté justement à tes parcours ou de personnes qui ont assisté à tes actions de sensibilisation? Oh là là, moi je pense que de toute Grande façon, question. ce sujet, il doit être parlé dès petits. En fait, c'est un sujet, souvent on en parle quand on commence à avoir un décès d'un parent. Je pense que c'est quelque chose pour que les gens l'apprivoisent et je suis d'accord, quoi, vraiment apprivoiser, c'est vraiment le beau mot. Parce que c'est pas parce qu'on parle de sujet qu'on apprivoise qu'on n'a pas peur, je veux dire. Mais le fait d'en parler de la cycle de la vie très tôt, en lien avec le cycle de la nature aussi, c'est vraiment important. Et les gens, en fait, plus on en parle, c'est comme tous les sujets tabous, plus on a d'aisance en fait à en parler.
On parle souvent donc de la finitude et on parle de la dépendance. En fait, on vieillit de plus en plus, mais du coup, on parle pas de la dépendance. Et d'ailleurs, les danses, on arrive plein dedans, on n'a pas du tout travaillé, accompagné à ça. Et du coup, c'est vite très compliqué, quoi. C'est pour ça que moi, je parle aux enfants, j'ai des petits, et c'est essentiel. C'est essentiel. Oui, de ne pas de dire les choses en fait. Enfin, moi, c'est ce que je vois à travers ce que tu dis, c'est que parfois on peut se bercer d'illusions. C'est une expression que j'aime bien, mais c'est un peu ça en fait. On se dit non mais pas grave, il y a le temps, ça va aller, ça va aller. Le jour où on y arrive, c'est ah ouais, ah c'est là, ah ça y est, c'est aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça fait 20 ans que je me dis qu'on a le temps, on a le temps, on a le temps. Mais il y a 20 ans qui se sont écoulés en fait. Donc en fait là on n'a plus le temps, on est dedans et qu'est-ce qu'on fait? Et je me rends compte que j'ai rien dans mon sac à dos comme je disais juste avant et j'ai pas forcément de ressources. Et je trouve ça très intéressant dont tu parles de l'aspect, justement, on parlait dès le plus jeune âge, le cycle de la vie, avec des mots qui sont des mots, un vocabulaire, des métaphores qui sont adaptés aussi aux enfants, mais qui leur permettent de comprendre. Et puis plus tard, en grandissant sur d'autres générations, d'avoir un autre rapport à la mort et au deuil, à l'aidance, aux difficultés, à la vulnérabilité, à la finitude, à la dépendance, pour citer plusieurs mots qu'on a dit, qui seraient différents du nôtre. Et en même temps, le deuil, il est à la fois individuel, comme on l'a dit, il n'y a pas de chemin type. C'est vraiment, tu parlais de la personnalisation, donc bon, là, l'individuel, le côté unique, on y est. Mais en même temps, il se vit au sein d'un collectif. La notion d'épaule-moi, on en parlait avec ce côté justement soutien, duo ou à plusieurs, mais en tout cas, on est ensemble. Donc, il est à la fois personnel et collectif. Il est à la fois unique, mais il a un aspect aussi systémique parce qu'il va se vivre au sein d'une famille, il va se vivre au sein d'une entreprise parfois, ou au sein d'un EHPAD ou d'une maison de retraite ou d'un service de soins palliatifs. Et en fait, il y a encore quand même beaucoup de personnes endeuillées qui ne sont pas, qui se sentent isolées malgré tout ça, malgré le fait qu'il est collectif. On a parlé du fait d'être présent. Est-ce que tu veux nous parler peut-être de ce sentiment d'isolement que certaines personnes, soit endeuillées, on peut le prendre de 2 manières, l'une après l'autre, qu'importe, soit les personnes endeuillées ou aussi les personnes qui sont aidantes ou les aidés eux-mêmes se sentent parfois un petit peu, isolés, vulnérables et à court de ressources? Alors, une personne peut être isolée et finalement être bien entourée, c'est ça qui est paradoxal, parce que je redis, les personnes ne sont pas forcément à l'aise. Donc ils vont, de peur de mal faire, ils vont pas parler du défunt, ils vont un peu ignorer leur réalité en parlant d'autre chose, et du coup, il y aura le sentiment d'isolement naturellement qui va se faire malgré qu'il y ait un entourage. Et puis après, il y a physiquement, parfois quand on a été aidant pendant longtemps, par exemple, voilà, les proches sont plus là, les amis, et donc du coup, on se retrouve avec, par contre, un isolement, mais là, physique, dans le sens où il y a plus personne. Par exemple, aussi bien le parent n'est plus là que les amis, ou on n'a plus fait de nouveaux liens, et là, on se retrouve du coup isolé, enfin, isolé dans physiquement. Donc il y a double isolement finalement. En fait, dans ce que tu dis, j'ai le sentiment que tu différencies le fait de se sentir isolé, donc le sentiment d'isolement, de l'isolement, je vais pas dire réel parce que la réalité, on a chacun la nôtre, mais de l'isolement qui est physique où la personne, pour le coup, n'a pas de soutien, n'a pas de proche autour d'elle. C'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bien Mmh. résumé. Et donc, du coup, dans le sentiment d'être isolée, peut-être que moi, j'ai des gens autour de moi, mais je me sens isolée parce que peut-être ces personnes, malgré toute leur bienveillance, tout leur amour, heu, ne me soutiennent pas de la manière dont j'en aurais besoin. Et donc, du coup, en conséquence, je me sens isolée. Est-ce que c'est C'est comme ça. ça que tu le Ouais, tout à perçois? fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mmh. Exactement. Et du coup, il y a cet aspect, ça me fait écho à ça, à un épisode que j'avais enregistré avec Jessica, même s'il me semble que son entreprise a fermé, mais l'idée derrière étant la même. La notion de village d'entraide, en fait, de réorganiser, de redéfinir, de réintégrer, de remettre d'actualité la notion des réseaux de soutien aussi. Est-ce que c'est une part des missions d'Épaules-moi? Heu, Tu peux me redire un peu plus dans le réseau de soutien? Du coup, je connais pas j'ai pas bien compris. Les villages d'entraide, je sais pas si c'est quelque chose qui te parle. En fait, c'est, par exemple, imaginons moi, je vais donner un exemple de la vie quotidienne et après on peut le voir sur certaines, maladies ou difficultés de vie, y compris, le deuil dans le sens d'un décès. Imaginons moi demain je me casse la jambe, j'habite au 4e étage sans ascenseur
eh ben, je risque d'avoir besoin peut-être d'un coup de main pour aller faire les courses ou quelqu'un qui fasse mes courses à ma place. Il suffit que j'ai des enfants, peut-être d'amener les enfants à l'école ou de les amener aux rendez-vous médicaux. Et en fait, donc, la manière dont elle l'avait fait, c'était, par exemple, j'aurais une amie qui créerait un village d'entraide pour moi. Charlène s'est cassée la jambe, elle a besoin d'un coup de main. Et puis, j'ai Pierre qui va aller faire mes courses. J'ai Paul qui va... Ouais, c'est que des prénoms communs. Vous m'excuserez, Pierre et Paul, mais j'ai Paul qui va aller amener les enfants à l'école et j'ai Camille qui va aller aux rendez-vous médicaux. Et donc, du coup, ce qui permet d'avoir un soutien qui est adapté et qui fait que je me sens pas isolée. C'est plus clair dans mon explication? Ouais, c'est hyper intéressant comme. Tu connaissais pas? Non, je connaissais pas, c'est pour ça du coup Bon, bah je voilà. t'ai posé la question, mais je trouve ça hyper. Alors c'est vrai que bien sûr, Épaule moi aimerait à travers les ateliers. Là, par exemple, il y a l'exemple de ce parcours où il y a vraiment eu des liens qui se sont faits de manière très forte entre les personnes, mais après ça dépend du groupe. Voilà. En tout cas, ça s'est très bien passé et très rapidement, il y a du covoiturage. Donc j'ai été facilitatrice, on va dire, du covoiturage, ou parfois ils font des sorties ensemble. Voilà, ils ont besoin d'un truc, ben l'autre va l'aider. Donc ça s'est fait presque naturellement. J'ai juste facilité, on va dire, cette rencontre facilitée. Mais je trouve ça tellement plus beau finalement que ça émane parce que l'humain, il y a des forces incroyables voilà. Et du coup, ben, ça s'est fait finalement un peu de manière naturelle. Voilà. Donc moi, je facilite ces liens, mais c'est la magie des liens, hein, c'est ça. Ouais, et puis dans ce que tu dis, il y a le fait que alors c'est un peu une projection, une interprétation, et tu vas me dire si elle est juste, mais le fait que ces personnes se reconnaissent l'une envers l'autre, alors peut-être pas sur d'autres points, mais le fait qu'on aide tous les deux. Alors que moi j'aide ma grand-mère et que l'autre aide un frère ou une sœur, en réalité qu'importe, mais sur certains points, on fait face aux mêmes difficultés ou alors aux mêmes questionnements, même si la finalité n'est pas toujours la même pour moi ou pour toi par exemple. Mais du coup, on se reconnaît, on peut d'autant plus s'aider et se soutenir. Ça me fait écho aux apéros de la mort où justement, les personnes, il y en a un qui a perdu un frère par exemple, et l'autre qui a perdu une maman et encore un autre qui a perdu un enfant. C'est 3 deuils, 3 décès qui sont différents, mais ils vont se reconnaître et ils vont s'identifier un petit peu les uns avec les autres parce qu'ils savent maintenant, ils savent ce que ça fait, ils savent les réflexions, ils savent les conséquences potentielles, et donc du coup, on se soutient mieux parfois quand on l'a vécu. C'est clair. Tu retrouves cet aspect-là? Ah mais carrément, en fait, c'est d'où l'importance d'avoir un lieu. C'est vraiment un lieu finalement pour eux, entre pairs. Alors c'est pour ça d'ailleurs moi j'ai voulu créer spécifiquement quelque chose pour les anciens aidants, parce que là la spécificité c'est qu'en plus de ça ils ont été aidants. C'est-à-dire que parce que dans les autres solutions qui sont super, hein, les groupes de parole avec qui je suis en lien, Dialogue et Solidarité par exemple, et ben ils sont par exemple la similitude c'est des conjoints, le veuf, veuve. Parce qu'ils retrouvent pas les mêmes problématiques. Quand il y a un mélange, parfois, ça peut aussi faire une différence. Par exemple, voilà, on va pas parler d'intimité si c'est un enfant qui est endeuillé ou un parent endeuillé. Voilà, par exemple, un exemple hein, de la vie quotidienne. Du coup, parfois, il y a vraiment un intérêt, en effet, et surtout, ils se retrouvent très facilement face à une vulnérabilité commune. Et du coup, très vite, ils se comprennent. Il y a une éco-résonance, une osmose qui se fait incroyable. Et tous les intervenants des ateliers, du parcours, euh, te diront la même chose. Hmm. Il y a une interconnexion, en fait, les uns avec les autres ou les unes avec les autres. C'est ça, exactement. Hmm. Et je sais qu'on en avait parlé un petit peu, l'aspect intergénérationnel, c'est quelque chose aussi qui te tient à cœur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis ou que tu essayes de mettre en place dans Épaule-moi? Ça me fait penser pareil à ces, alors j'ai peut-être pas forcément les termes exacts, mais à ces lieux qui se développent de plus en plus où des jeunes, parfois aussi dans des situations sociales un petit peu compliquées, vont devoir aller prêter main forte à des personnes âgées qui sont pas forcément beaucoup entourées, qui ont pas beaucoup de réseau de soutien. Et en fait, on sent des bienfaits d'un côté comme de l'autre parce qu'il y a ce sentiment d'utilité, tout ça. Est-ce que c'est, alors peut-être pas dans la manière là dont je viens de l'exprimer, hein, c'est l'exemple qui me venait pour illustrer, mais est-ce que cet aspect, la valeur de l'intergénérationnel a sa place dans le projet Épaule-moi? Mais en fait, je t'avoue que j'adorerais faire ce genre. En fait, j'ai plein de projets en tête parce que je pense qu'on peut faire plein de choses avec ce sujet. Et j'adorerais développer l'intergénéralité, mais c'est pas encore le cas. Peut-être du fait que, alors j'ai pas encore assez de plus de parcours, mais moi j'ouvre à tous les âges. Alors pour l'instant, c'est des personnes âgées de 50 à 70 ans, donc plutôt des seniors.
J'aurais aimé, et ça je sais pas, peut-être les prochains là qui vont avoir à Mulhouse et Strasbourg, qui est aussi des jeunes. Et ça aiderait, pareil, encore, je te dis, naturellement, le lien va se faire et ce qui vont aider à faire cette, tu vois, cette solidarité entre les générations, pouvoir écouter des histoires différentes en fonction de leur réalité et leur génération. Mais pour l'instant, non. Mais j'ai des idées en tête. Oui, parce que ça fait partie du bien vieillir aussi, hein, Ouais, d'une certaine manière. Et justement, c'est riche, je trouve, d'avoir alors c'est pas tant une question d'âge, mais c'est plus d'avoir des parcours de vie en plus de ça qui sont différents. Et c'est vrai que ben sur les âges, on n'a pas vécu la même chose quand on a 60 ou 70 ans ou quand on en a 20. Je sais pas, rien que je pense aux réseaux sociaux, etc., qui sont aussi des sujets, hein, le fait de publier le deuil, etc. Enfin, on n'a pas du tout les mêmes fonctionnements, les mêmes pensées, et donc il peut y avoir parfois des résistances, un petit peu comme tu disais, ou quand on a des profils de décès qui sont différents et donc de deuil qui sont différents, ben soit ça matche pas. Mais je trouve que dans les deux cas, en fait, on en apprend et on en retire quelque chose. Ah bah cette personne qui est plus âgée que moi voit les choses de telle manière, tiens ça résonne pas. Mais il peut y avoir ce retour sur soi de bah pourquoi ça résonne pas. Et du coup, qu'est-ce que ça vient dire de moi et pourquoi moi je pense comme ceci. Et donc il y a aussi une introspection, je trouve, qui en découle en fait d'une certaine manière. carrément, carrément. Mais on peut faire par exemple ce travail, on le fait déjà un petit peu au niveau de l'anticipation. Parce que par exemple, moi, j'ai fait un appel à projet pour développer des ateliers autour de l'anticipation, notamment avec un focus sur la biographie, qui est, je trouve, très fort et qui peut développer ce lien intergénérationnel. Moi, j'ai vu avec mon grand-père et je regrette de ne pas avoir écrit tout ce qu'il me disait. Je n'avais pas pensé que il avait vécu la guerre, voilà. Et c'était hyper intéressant tout son vécu et ça permet de garder le lien malgré le décès. Et en plus de ça, pour le deuil, c'est hyper favorable. On sait que les rituels, on sait que se souvenir, etc., c'est hyper fort et important dans le processus de deuil. Donc, c'est Carrément. vraiment des choses voilà, qui développent en même temps l'intergénéralité et en même temps, ça facilite le travail de deuil. J'en ai parlé un petit peu avec que tu dois connaître avec Delphine de Histoire de vie. Je vous mettrai l'épisode en lien justement le fait de raconter son histoire de vie et quand tu parles de biographie, je dois normalement interviewer Valéria. Ça arrivera au mois de juin, mais pareil, si c'est un sujet qui vous intéresse, bah, vous aurez qu'à revenir sur le podcast pour voir les sujets C'est bien, suivants. je fais un Petit teasing. petit teasing. Et justement, tu parlais tout à l'heure en disant que c'est... Alors, je sais plus si tu as mis ce mot-là, mais moi, c'est le mot qui me vient, mais la notion d'holistique, où justement, tu parlais de tous les domaines de vie, si je dis pas de bêtises. Euh, alors, holistique, pour rappel, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde, mais c'est vraiment la notion de entier, d'intégralité. Moi, je dis souvent, c'est voir un sujet à 360 degrés. C'est pas pour rien que le podcast s'appelle Oli et Thanato. Et donc, du coup, comment toi, tu intègres une vision holistique justement dans ces parcours comment tu la mets dès aujourd'hui ou comment tu voudrais la mettre demain, hein. Ouais, On est sur le teasing, donc ouais. vas-y, tease-nous. Bah, alors moi, j'ai remarqué, en fait, l'accompagnement du deuil, ça part d'un constat. Souvent, on va voir le médecin, on va voir le psychiatre, on va aller voir, on va faire du sport, on va faire, voilà. C'est souvent très cloisonné. Et moi, j'avais envie finalement, de proposer un ensemble de ressources qui permettent, d'accompagner de manière plus large, à la fois, euh, la tête, le corps, le cœur et son approche quotidienne, parce qu'on vit dans un monde, on est entouré, on a des responsabilités, des tâches du quotidien à faire. Et du coup, c'était important qu'on puisse aborder chaque notion, parce que comme je disais auparavant, souvent, on parle souvent de l'émotion, ça c'est souvent quelque chose qui est la première chose qu'on voit dans le deuil, et c'est souvent le dessus de l'iceberg, et souvent il y a plein de choses qui sont sous-jacentes, et du coup, le fait de proposer, de parler de différents sujets autour de ça, de faire intervenir des professionnels aussi, voilà, qui ont leur expertise autour de ces besoins-là, ben du coup, ça va leur apporter. Alors, ils s'en saisissent ou ils s'en saisissent pas, comme on dit, on est dans la personnalisation. Même si on est dans le collectif, ben voilà, on a un petit peu un truc global, les gens s'en saisissent et parfois ils vont continuer. Là, c'était le cas, il y avait des participants qui ont continué à faire de la méditation, des stages de méditation. Là, c'est plus de l'initiation et les gens après s'en saisissent, voilà. Mais parfois, c'est une découverte. Parfois, c'est oh, je reviens. Ah oui, c'est vrai, je faisais ça il y a 15 ans. Je suis contente de le refaire.
Et puis en effet, c'est vraiment bien pour moi, merci. Enfin, ils sont toujours très reconnaissants. Et voilà, donc c'était vraiment cette vision globale. Moi, je suis toujours dans cette approche, même l'accompagnement individuel, j'aborde tous les sujets. En fait, c'est mettre à disposition des ressources et chacun s'en saisit ou pas pour les mettre dans son sac à dos, si je garde la même métaphore que j'ai depuis le départ, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc les ressources externes, on appelle ça les ressources internes. Et puis après, c'est se découvrir. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait d'introspection aussi, de se découvrir, de mettre des mots sur ce qu'on est. Et puis ça aussi, c'est vraiment un travail. On pourrait un peu dire du développement personnel, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est vraiment hyper important de se connaître parce que c'est ça qui va nous aider aussi dans le travail de deuil, dans cette capacité peut-être de résilience. Parfois, on se connaît pas assez. Et quand on se connaît, ben ah oui, en effet. Oui, je suis comme ça aussi, tu vois. Ouais, et puis on parlait tout à l'heure le fait d'identifier ses propres besoins. Ben en fait, quand on se connaît pas, c'est d'autant plus compliqué d'aller identifier ses besoins parce que ben en fait, je sais pas ce dont j'ai besoin et je sais pas réellement qui je suis. Et alors, il y a encore une fois des guillemets, c'est pareil quand on parle de développement personnel, ça a tellement été utilisé qu'on ne sait plus parfois réellement ce qu'on met derrière. Pour moi, si on reprend les deux mots littéralement, ben en fait, c'est de se développer personnellement hein, et d'avancer dans la vie, ni plus ni moins. Et pour avancer dans la vie et dans notre vie à nous, il y a que nous-mêmes qui pouvons avancer. Et du coup, il y a que nous-mêmes qui pouvons apprendre à nous connaître, savoir là où on a envie d'aller. Et donc, comment on continue à avancer et à faire le chemin futur, mais en capitalisant aussi sur le chemin passé. Est-ce que tu veux peut-être nous donner des exemples? Tu as cité la méditation, des exemples un petit peu d'ateliers qui permettent ou de disciplines ou de ressources justement que tu as pu, peut-être par le passé ou par le futur qui arriveront sur d'autres parcours, mettre à disposition un petit peu des personnes aidantes? Alors moi, par exemple, là, pour le prochain parcours, je me suis rendu compte, en fait, selon, il y en a qui sont plus manuels, il y en a qui sont plus, on va dire, de conceptualisation. Et c'est pour ça que, du coup, moi, j'ai fait appel à une art thérapeute qui aide à travers l'art plastique à libérer les émotions. Parce que c'est vrai que libérer les émotions, c'est vraiment été les retours de témoignages d'une personne qui avait tellement mis les émotions dans un coffre intérieur pour protéger son proche qu'elle aidait, que en fait elle s'oubliait et du coup bah forcément les effets sur son corps voilà ça et le fait d'utiliser l'art, le fait d'utiliser la respiration, le fait de libérer la parole tout simplement, hein, libérer la parole, il y en a qui sont pas forcément et ben du coup tout ça ça aide. C'est vraiment hyper ressourçant. Mmh. Carrément. Bon, c'est un peu, toi, tu le fais, tu vois, dans les parcours d'aidants. Moi, c'est ce que je fais avec le podcast en disant, bah voilà, il y a plein de, il y a plein d'épisodes qui sont autant de ressources que vous pouvez découvrir pour ensuite vous en saisir ou non et les mettre dans votre sac à dos, justement. Bah justement, on parlait des parcours. Tu disais qu'il y en avait sur Mulhouse et Strasbourg, si j'ai bien C'est ça. retenu Alors, les il y a villes. Mulhouse du 25 avril au 13 juin, à Strasbourg à partir d'octobre et il y aura à Colmar à partir en 2026. Voilà, en Ok. octobre. Et du coup, je me dis, ben, et ceux qui sont pas de l'Est alors? Ils font comment? Ah, bah ouais, bah là, c'est tout à inventer parce que c'est vrai que moi, j'avais des retours un peu sur Facebook, sur des groupes d'endeuillés. Ils me disent, ah, ça existe sur tel territoire. Et j'aimerais, bien sûr. Et ça, il y a un truc que j'aimerais développer en visio, faire quelque chose un peu différent, mais qui permettrait à ce que les gens puissent aussi en avoir l'utilité, quel que soit son territoire d'habitation. Après, c'est toujours une question de financement. Alors j'ai beaucoup de chance, j'ai des financeurs H2R, Malakoff, BTP qui me soutiennent, qui renouvellent, voilà, et je les remercie pour leur confiance. Mais après, ben voilà, c'est toujours continuer, pérenniser les projets, trouver d'autres possibilités. Et c'est vrai que la visio, pour ça, ça peut aider dans un premier temps avant d'élargir, voilà, à de la proximité sur d'autres territoires, quoi. Donc il y a encore plein de choses à faire. Donc pour l'instant plutôt dans l'Est parce que c'est là où toi tu es. Est-ce que si j'habite à l'Ouest et que du coup je ne peux pas déménager à l'Est, est-ce que tu aurais des ressources que tu aimerais peut-être partager, que ce soit des assos ou toute autre chose, hein, où justement les personnes pourraient aller approfondir ce sujet et dire ok ben je vais trouver moi aussi mes propres ressources à mettre dans mon sac à dos en attendant que Marine et Paul moi se développent de manière nationale. Alors après, il y a les, comme je disais, c'est un peu cloisonné, mais soit il y a des groupes de parole, donc on retrouve Jamal, dialogue et solidarité. Après, il y a des voilà des dispositifs pour les démarches administratives. C'est vrai que c'est plutôt cloisonné finalement.
Il peut avoir, par exemple, la Ligue contre le cancer peut faire des choses post, on va dire, d'essai, mais c'est encore très très minoritaire. J'ai pas connaissance. S'il y a peut-être Diag Solidarité de Lyon, mais pas dans l'Ouest. Euh, oui, c'est encore innovant, hein. C'est peu développé, hein, ce genre d'initiative. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense à avec nos proches, pardon, que peut-être tu connais. Bien sûr, Alors ah, mais oui, tout à fait. Mais oui, de mais mémoire, je oui, crois que c'est l'épisode 80. mais oui. Je vous le remettrai en lien et qui pour le coup sont. Alors eux, ils n'ont pas d'antenne fixe dans chaque territoire, mais comme c'est une ligne téléphonique, bah pour le coup, que vous soyez à l'ouest, à l'est, au nord ou même à l'autre bout du monde, bah vous pouvez aussi les solliciter. Et justement, ils ont aussi des réflexions sur la post-aidance, en fait, quand on est ancien aidant. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Et moi, j'ai envie de dire, ben, si vous ressentez le besoin de discuter de ces sujets-là, ben, prenez une porte d'entrée. Peut-être que la porte d'entrée, elle sera à l'est, même si vous, vous êtes à l'ouest. Mais ben, finalement, en commençant à marcher sur ce chemin, ben, c'est là où vous allez pouvoir trouver les ressources que vous allez pouvoir mettre dans votre sac à dos. Décidément, j'aurais gardé cette même métaphore tout le long de l'épisode. J'espère qu'elle vous parle. Ouais. Moi, j'utilise la valise. Moi, j'utilise la valise. Voilà. Oui, c'est même pas- Mais j'aime pas la valise, il faut Ah tirer oui, sur le sac à dos, au moins tu l'as toujours à dispo. c'est clair, c'est clair. Mais voilà, en fait, commencez quelque part et en fait, juste prenez votre temps, écoutez-vous, apprenez à vous connaître, ça en fait partie aussi. Et pour ça, bah, il y a pas de mode d'emploi, il y a pas de chemin tout tracé. Et ce qui est cool, c'est que finalement, vous pouvez tracer votre propre chemin, ce qui parfois peut faire un petit peu peur en me disant, mais il y a tout un truc qui s'ouvre devant moi et je sais pas du tout dans quel sens je le prends. Mais voilà, allez-y pas à pas à votre rythme et ça, c'est vraiment Je rajouterais hyper ça, tu l'as important. dit pas à pas, c'est vraiment important. En fait, il y a des moments, c'est vrai que les gens vont dire, ah, vas-y, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, je pense qu'il faut s'écouter, faut pas avoir peur de bien s'écouter et de dire, bah, non, là, c'est pas le bon moment. Et d'où l'importance d'ailleurs d'être guide auprès de ses proches, de s'en saisir, de savoir que ça existe et puis à un moment donné, ben de s'y saisir. Mais j'ai envie de dire, voilà, il faut s'écouter et de pas aller trop vite parfois pour que ça soit le mieux pour vous, quoi. C'est ça. Et de pas écouter les injonctions où Ouais, c'est ça. il faut vite se relever, il faut vite rebondir, il faut vite ceci, il faut vite cela. Bah moi je dirais il faut vite prendre son temps en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose ou un point ou une actualité, peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui te tiendrait à cœur de partager, Marine? Alors j'ai une toute nouvelle actualité, c'est un projet pour aussi pour les personnes en situation de handicap. C'est vrai qu'on a parlé de l'enfant, mais je trouve que le fait de libérer la parole sur le sujet et je suis vraiment contente qu'il y ait une association à Dette de Globis qui s'en saisisse et on aborde le deuil de manière très globale, sous l'œil du changement, mais on ne parle pas du cycle de la vie. Et je trouve voilà, c'est vraiment il y a plein de choses à faire. Il faut pas oublier les personnes en situation de handicap, d'autant plus que c'est souvent des personnes aidées, des parents aidants qui partent et ils se retrouvent vraiment dans un grand désarroi et on n'en a jamais parlé. Et du coup, voilà, c'est une nouvelle actualité. Je suis très contente. J'espère que d'autres associations s'en saisiront aussi de cette problématique, comme ils ont fait pour la vie affective et sexuelle, que ça continue aussi et qu'on intègre ce sujet-là au sein des établissements médico-sociaux. Donc là, on est d'accord, l'idée c'est d'aller parler du deuil auprès des personnes porteuses de handicap. Ouais, c'est C'est ça, ça? à Ok. travers le changement. C'est-à-dire, À on a, travers le changement et un dialogue enfin, un vocabulaire qui va être adapté, comme on en parlait par rapport aux enfants. c'est ça, Ok, exactement. Mais super. pas en étant enfant non plus. Il faut trouver un Ouais, ouais, bon, bien sûr. ouais, c'est Bien ça. sûr. Ouais, c'est Voilà. trouver le juste équilibre et les mots les plus justes C'est possibles, même ça. si juste pour l'un ne sera peut-être un peu moins juste pour l'autre, mais c'est tout le challenge et toute la beauté. Et justement, bah, s'il y a, moi aussi, je fais mes petits appels. S'il y a des personnes qui veulent en parler avec moi, ou si même l'asso avec laquelle tu œuvres ou d'autres souhaitent parler de ça au micro, ben voilà, je pense que c'est important. On a tous, enfin peut-être pas tous, mais on connaît certainement des personnes qui sont autour de nous dans un cercle plus ou moins proche, qui sont porteuses d'un handicap. Et parfois, ben, un peu comme avec les enfants, mais comment on va aborder ce sujet et comment on va dire les choses. Et justement, je pense que c'est important de pouvoir en parler. Donc, ça fera peut-être le sujet d'un prochain épisode. C'est clair. C'est clair. Merci, Charlène, en tout cas, de mettre en avant toutes ces ressources, ces précieuses ressources.
Bah écoute, merci à toi Marine d'avoir partagé le micro avec moi. Est-ce que tu as un dernier petit mot, une dernière petite chose que tu veux dire? Je Partagez, n'hésitez pas à partager, soyez attentifs, vigilants, autour de vous. Voilà, le deuil, ça dure longtemps, faut pas hésiter à prendre des nouvelles. Voilà, j'ai envie de dire, c'est collectif, en fait. Le deuil, c'est pas qu'individuel, c'est collectif. Donc, soyons tous vigilants et apportons-nous mutuellement pour le bien de tous. Le bien vieillir, mais le bien de tous, tout simplement. Le bien vivre pour aller vers le Ouais, bien vieillir. c'est ça, exactement, exactement. Merci beaucoup pour cette conclusion Marine et puis je te dis à très vite. À très vite, à bientôt Charline. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?